Welcome to Alaqa, a podcast about the relationships shaping systems, capital, and the climate transition. Today's episode is a special one, or perhaps it's the second special one. We're switching things a bit with a conversation conducted entirely in French. Consider it yet again a linguistic detour from our regular programming. Bonne écoute en français et vous verrez, ça en vaut la peine de l'avoir tenu en français et pas en anglais pour une fois. Parce qu'aujourd'hui, je reçois Chloé Coursager, dirigeante de Circomplex. C'est un cabinet de conseil qui accompagne les organisations face aux grandes mutations environnementales, économiques et sociales. Et à travers son travail, elle aide les dirigeants et dirigeantes à aligner vision, stratégie, communication et mise en action dans un contexte de transformation permanente. Elle est également journaliste, éditorialiste et puis modératrice de débats. Et à ce titre, Chloé anime régulièrement des échanges réunissant experts, entreprises, institutions et acteurs de la finance autour de sujets très variés. L'eau, la durabilité, l'assurabilité des risques ou encore les transitions économiques et sociétales. Son approche repose sur la conviction que les transformations qui ont le plus de chances de porter leurs fruits naissent du dialogue, de la coopération et d'une compréhension systémique des enjeux. Bonjour Chloé. Bonjour Imen. Bon, allez, un nouvel épisode en français, parce que quand même, un seul, c'était pas assez. Merci. Bah non, merci à toi pour le temps que tu vas consacrer à cette discussion, mais aussi merci à toi pour le travail important de défrichage que vous êtes en train de mener avec toute l'équipe côté Circomplex. Donc j'ai hâte de cette discussion. Merci. Alors, Chloé, comme tu sais, Alaka a vocation à parler d'abord et avant tout de personnes, de relations entre les personnes, entre les idées, entre les concepts, mais quand même de personnes. Donc, sans entrer, alors je le dis quasiment à chaque fois, et sans entrer dans un long développement sur ta vie, ton œuvre, je voudrais quand même que tu te présentes brièvement et que surtout tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être active dans le thème, parce que c'est un thème plus, ou dans le type d'activité que tu mènes aujourd'hui. C'est une histoire d'entrepreneur, je crois. J'ai commencé il y a 30 ans ma petite entreprise et c'est une histoire de conviction surtout. J'ai commencé l'entreprise parce que j'étais pas d'accord avec mon ancien employeur. J'ai commencé à travailler dans l'information d'entreprise et puis un jour, il y a eu cette sentence qui a été on achète du cerveau disponible et les gens de toute façon ne peuvent pas comprendre. Et cette sentence-là m'a complètement révoltée une deuxième fois. En fait, c'est des révoltes successives. La question de l'environnement a toujours été là, la question de l'information, de la connaissance, de savoir la partager et de révolte en révolte. On a travaillé avec Jacques, mon associé et époux, sur un média sur les matières premières qui s'appelait Comodesk. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, qui avait vocation à tracer les transversales entre tous les enjeux environnementaux, financiers, etc. Et de fil en aiguille, on est devenu accompagnateur des stratégies par rapport aux grandes mutations, notamment aussi parce que j'ai toujours travaillé pour l'assurance et la finance. C'était mes clients. C'était un choix, c'était un hasard, C'est c'était le quoi? hasard le plus total. Mes premiers clients, c'était Paribas, qui s'appelait pas BNP Paribas, et l'UAP, qui s'appelait pas AXA. Ah oui, effectivement. Et c'était de l'information d'entreprise. Et donc, ça m'a toujours emmenée parce que je comprenais de mieux en mieux leur métier. Ça fait 12 ans que je suis rédactrice en chef du magazine de l'actuariat. Les actuaires, ce sont les statisticiens, les mathématiciens des tendances long terme de la solvabilité de notre système, soit d'assurance, soit de protection, soit de retraite. Et quand on croise tout ça, finalement, on arrive là où je suis maintenant, c'est-à-dire dirigeante de cette même structure qui s'appelle Circomplex, qui essaye de faire le tour de la complexité pour les dirigeants et qui mobilise des méthodes telles que le design stratégique des tendances et des systèmes, la prospective narrative, la formation action, enfin autant de moyens d'allumer la lumière, de passer à l'action, de bouger les gens, de bouger des certitudes. Et le dernier né de nos méthodes depuis quelques années, c'est le fruit d'une alliance avec une structure que tu connais aussi qui s'appelle PhD Talent. Et on a concilié, en plus des briques que je viens d'évoquer, le socle scientifique et l'organisation, la facilitation de conversation entre dirigeants, de façon à leur faire déplacer leur modèle économique vers des constructions collectives économiquement viables et socialement souhaitables. Voilà. Chloé, pour finir sur cette partie introductive, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un moment ou du moins une relation
une série de relations qui, t'ont fait, ou qui vous ont fait avec Jacques, sauter le pas de ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui et qui va être l'objet de la discussion dans un instant, qui est ce lab, sur l'adaptation. Le moment qui nous a fait sauter le pas vers le lab, c'est une conférence et c'est sur le sujet. Donc c'est moins une question de relation que, en même temps, on était à cette conférence du fait de relation, mais c'est une conférence où le sujet de l'inassurabilité de certaines zones et donc de certaines personnes, de certaines entreprises en France est devenu officiel. C'était un secret d'alcôve. Ça fait 12 ans que, comme je le disais, je travaille dans l'actuariat. Tout le monde savait qu'un jour, il y aurait des choses qui deviendraient inassurables. On travaille sur la question environnementale et les conséquences depuis très longtemps. Un certain monsieur Kessler me disait il y a 15 ans, de toute C'est qui façon, monsieur Kessler pour monsieur celles et ceux Kessler, qui ne le connaissent c'était pas? le Non, non, grand bah, monsieur dirigeant de la SCOR, Amit Strauss-Kahn, c'était un des voilà, un des grands dirigeants qui est décédé il y a quelques années et qui me disait oh, l'environnement, les catastrophes, tout ça, vous savez, c'est pas un problème pour les assureurs et pour les réassureurs. Le jour où ça deviendra trop gros, et ça va devenir, parce que c'était un visionnaire, on n'assurera plus. Et j'avoue que j'avais été très surprise parce que c'est une promesse régalienne en France que de protéger tout le monde. Et en fait, on arrive là, à ce changement de modèle de société, ici aussi. Et donc, c'est ce moment-là qui a fait basculer et où je me suis dit, on a peut-être un peu des méthodes, on a peut-être un peu des leviers pour essayer d'accélérer quelque chose qui pourrait peut-être repousser certaines choses, en l'occurrence l'inassurabilité. peut-être, ça me fait une bonne transition pour la suite. Je vais pas te lancer sur une question qui me brûle les lèvres, je vais juste la dire et puis, je vais laisser tout le monde réfléchir à ça. Tu dis c'est un engagement d'ordre régalien que d'assurer tout le monde. Je ne sais pas si c'est régalien, on pourrait dire que c'est démocratique, on pourrait dire que c'est républicain, et on pourrait aussi se dire en quoi ça concerne les entreprises. Je referme la parenthèse. Ce podcast n'a pas vocation à durer 3 heures. Mais quand même, c'est pas anodin ce petit adjectif que tu as utilisé. Donc, quand même. Donc, l'adaptation, on va le voir au fil de la discussion, c'est pas un sujet purement technique, climatique ou assurantiel dans le cas de ton sujet, mais finalement, on pourrait se dire que c'est une immense question et un immense chantier collectif autour de la notion d'habitabilité. Mhm. Donc finalement, est-ce que peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu veux nous dire quelques mots de ce que tu fais avec ce lab? Et puis je vais tisser ensuite un certain nombre de questions, parce que je pense que, tu vois, c'est l'une des rares fois où on ne parle pas de une solution ou une typologie de solution, mais on est sur quelque chose qui relève plus du contexte, quoi, de l'infrastructure, et c'est rare, une infrastructure d'ordre social, hein, et donc c'est suffisamment rare pour qu'on prenne le temps de poser un peu les choses. Donc, est-ce que déjà tu veux nous dire ce que fait le LAM, euh, pas concrètement parce que c'est pas le sujet de concret, mais de manière un peu plus précise, et puis on va y aller par phase. Donc le Lab Zone d'adaptation, il est parti de cette idée que j'ai racontée tout à l'heure, de l'association de Circomplex et de PhD Talent. Et cette association, elle est importante parce qu'elle illustre la diversité des profils qui interviennent dans ce lab, avec des disciplines scientifiques différentes, avec des regards d'artistes, avec des regards de designers stratégiques, avec des regards de journalistes. Tout ça compose pour moi une des pistes d'exploration de la complexité, c'est de regarder avec plein de mindsets différentes. On a été chercher des partenaires à partir de l'été dernier, donc ça fait tout juste un an, et on a réuni les dirigeants de la Banque des Territoires, la Maïf, Coopérative Immobilière de Bretagne et Urbanis. Ce sont des gens qui ont des métiers complètement différents et qui ne se comprennent pas forcément, mais on leur a démontré qu'ils avaient un intérêt commun qui était comment faire face à ce sujet d'inassurabilité, soit en termes d'offres nouvelles, soit en termes de protection d'actifs, soit en termes de nouveaux types de relations ou de déplacement de leur savoir-faire actuel. Aujourd'hui, il y a ces 4 partenaires. On est en conversation avec une dizaine d'autres.
on veut élargir évidemment parce que plus il y aura de composants différents, plus il y aura de briques pour construire des solutions pour les habitants, les entreprises qui sont dans les zones les plus exposées. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en fait, nous sommes tous dans des zones exposées désormais. Et donc, comment on compose? Parce que tous disent, on n'y arrivera pas seul. Mmh. OK, donc ça part d'un sujet, enfin d'une question très précise finalement qui est assez circonscrite, mais dont les réponses, sont immenses en fait et vont être, difficiles à mettre en œuvre justement. C'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à, vivre, travailler, se déplacer, se loger, produire, faire pousser de la nourriture, si on est dans l'agriculture, faire bouger de l'électricité, avoir des infrastructures dans un territoire donné, quand en fait les acteurs considèrent que, pour tout un tas de raisons, notamment liées aux risques, physiques et autres, parce que je pense que c'est au-delà de juste des risques physiques, eh bien ce territoire devient, inassurable ou à minima, le coût de l'assurance serait tellement élevé que de fait, ça devient inassurable. Y compris pour d'ailleurs les collectivités, Absolument, territoriales, hein, qui du coup, absolument. bah, comment on fait pour avoir, je sais pas, une cantine, des écoles fonctionnelles, une piscine, un stade de foot, Une municipal, photocopieuse en leasing. ou non, non, mais comment on fait pour Mais oui, avoir, mais c'est en tout, dehors voilà, tout, tout. sans assurance? Enfin, on peut pas. Donc c'est très compliqué. Et du coup, ça pose une question qui est vertigineuse, hein. C'est comment est-ce que vous êtes donc, passé d'un sujet qui semble technique à un sujet qui devient, finalement, bah, très politique, qui est cette question de l'habitabilité? Je crois que c'est tout le statut de l'assurance qui est comme qui offre ce regard-là. Parce que c'est un investisseur et c'est un vendeur de protection de risque et il est donc de façon, intrinsèque, au cœur de cette, dualité entre investissement et prudence, heu, qui ressemble tellement à notre monde d'aujourd'hui, et il est obligé de regarder loin parce que sur ces 2 casquettes et en même temps, il a cette urgence de la satisfaction de son client qui peut changer d'assureur tous les ans. Donc il peut pas investir sur lui parce que sinon ça pourrait profiter à un autre. Et donc c'est toute cette chose-là qui, et puis qui est au cœur finalement de notre fonctionnement capitaliste. C'est-à-dire que s'il y a pas d'assureur, il y a pas de commerce, il y a pas de ils sont nés avec les grandes routes du commerce. Et donc que cet acteur vacille, pour moi, c'est éminemment politique. Et d'autant plus politique, et ça, Hélène Diaye de la Maïf le dit très bien, c'est les personnes les plus vulnérables qui en souffriront le plus. C'est ceux qui ne pourront pas bouger. C'est ceux qui n'auront pas le choix. Et là, on a un sujet là aussi, évidemment, politique majeur. Mmh, mmh, mmh. Hem, Et donc dans ce lab aujourd'hui, quelles sont les questions avec lesquelles, ces acteurs sont arrivés autour de la table pour, bah, en fait, les mettre un peu au à la sagacité, les jeter à la sagacité collective et essayer d'en faire quelque chose? Comment ça marche et avec quoi ils sont arrivés? alors ils sont arrivés avec la conviction que l'inassurabilité allait heurter leurs problèmes, leur business model. Ça, c'était partagé, mais après, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Et donc, on a construit, grâce à, des états de l'art scientifiques, mais aussi à un inventaire de toutes les assurances qui pourraient basculer dans un lieu inassurable, et donc de toutes les parties prenantes touchées, Mmh. y compris des éléments dont ils avaient absolument pas idée. Du genre? Heu, Par exemple, on peut pas traiter des déchets si on n'est pas assuré. Pourquoi? Parce qu'il y a le sujet environnemental. L'assurance des risques de pollution, l'assurance des risques de personnes qui traitent les déchets. Mmh. Donc ça veut dire que potentiellement, je ne peux pas traiter mes déchets dans un lieu ou dans une région qui n'est plus assurée. C'est vertigineux. Si je suis propriétaire, je peux rester dans ma maison, je peux cultiver mon jardin, mais je ne peux pas avoir de traitement de déchets, voire d'assainissement. Hem, comment on fait?
C'est une question de salubrité. Enfin, on Mmh. passe de la question du confort à la question de la salubrité. Mmh. Hem et donc on arrive très vite à l'inhabitable, Mmh. parce qu'il y a des endroits qui sont pas assurables, mais qui sont habitables. Mmh. Là, en l'occurrence, si on prend la chaîne, légale aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de régalien aussi tout à l'heure, c'est que tout ça est organisé, l'autorité fait que. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, qui touche parce que là, tu nous as parlé d'exemples qui touchent les individus. Tout à l'heure, j'ai parlé des collectivités, locales et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple qui touche, des entreprises, qui sont, dans, les territoires que vous avez commencé à étudier et qui, sont apparus, aux acteurs qui sont autour de la table, du lab comme, ben, à la fois peut-être, mmh, victimes de ce problème de retrait de l'assurance et en même temps peut-être partie de la solution? Est-ce que tu as des exemples, à nous donner? Alors, dans une des communes sur lesquelles nous travaillons, il y a un marais et dans ce marais, il y a des exploitants, de la forêt, il y a des agriculteurs qui travaillent et ils sont partie de la solution. Ils font partie des forces qui peuvent activer. Il y a aussi un atelier d'un grand groupe de luxe, qui est un employeur, qui est une richesse pour la commune. Pour l'instant, avant la conversation qu'on est en train de construire, hem, il est, symbole d'inégalité et de distance. Est-ce qu'il va devenir une force d'accompagnement du changement? Est-ce qu'il va devenir une force du collectif? Parce qu'en fait, tout réside là-dedans. C'est-à-dire qu'on a créé un collectif avec les partenaires et sur le terrain, on identifie des forces collectives qui vont, travailler à l'adaptation et c'est cette conversation entre les 2 qu'on organise et qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on fait apparaître, hem, des idées d'actions, encore une fois économiquement viables, qu'il s'agisse de construire, des logements modulaires, qu'il s'agisse de, développer des solutions fondées sur la nature, qu'il s'agisse, de créer de nouvelles activités qui participent à l'adaptation. Donc autant de choses qui sont, motivantes, mais qui ne peuvent fonctionner que par l'énergie locale. D'accord. J'ai une question qui revient un pas en arrière, mais je pense qu'il fait le lien avec ce qu'on vient de se dire. Le lab, s'appelait initialement Zone Noire Oui. et s'appelle, désormais Lab, Zone d'adaptation. C'est intéressant ce changement de nom et parce que je trouve qu'il porte aussi, une évolution du regard, tu vois? On n'est plus sur des territoires, condamnés, c'est quoi Zone Noire? Ouh là là, ça a l'air perdu, ça a l'air angoissant, déprimant, tout ça. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a plus de vie quoi, c'est noir. Mais de territoires où, vous respectez ou en tout cas vous semblez porter, la promesse, d'une vitalité, d'une agence aussi, hein, des Mmh. acteurs, c'est-à-dire Mmh. une Mmh capacité mh. à faire et à déterminer, leur avenir et donc où quelque chose doit être réinventé. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce que L le changement de vocabulaire a fait bouger dans votre travail et peut-être aussi sur le regard que portaient les acteurs sur les questions que vous portez? Zone noire était c'est plus simple que ça. En vrai, la zone noire est le terme, par exemple, des zones qui ont été détruites par Erika et cetera. Donc c'est un endroit où on n'a plus le droit d'habiter et où on n'a plus le droit d'exercer. Donc c'est un terme Heu, consacré, c'est un c'est un terme terme, sacré. technique? Mmh. Mmh. Et c'était très accrocheur pour lancer le lab. Hem, Quand on a décidé d'aller sur le terrain, nous y sommes depuis 3 mois maintenant, on pouvait pas arriver en disant qu'ils étaient des zones noires. C'était pas possible. Dans la, dans la conversation avec chacun, d'un côté, il y a les dirigeants parce qu'une des conditions, je l'ai pas dit, du lab, c'est que lors des ateliers dirigeants, il me faut des dirigeants COMEX qui aient le mandat pour décider immédiatement. C'est un des vecteurs de rapidité et d'agilité de notre dispositif. Hem, la conversa les, le langage que l'on développe, les idées que l'on met en avant, les schémas qu'on réalise sont, pensés en fonction de leur intérêt à agir et de leur vocabulaire. On fait la même chose avec les acteurs des territoires. On va designer complètement ce que l'on a conçu avec les dirigeants.
on va réécrire et choisir d'autres mots pour eux, parce qu'il faut que ça parte de leur propre intérêt et de leur propre réalité, parce que c'est la seule façon de rentrer en conversation avec eux et de susciter l'adhésion. C'est marrant que tu parles d'intérêt. C'est comme si, c'est marrant que tu parles de ça, parce que Chacun a un intérêt finalement, à agir, il faut susciter l'intérêt à agir. oui, mais on n'est pas que, on n'est pas mu que par l'intérêt. On peut être mu par des aspirations autres, on peut être mu par la peur, on peut être mu par des valeurs. Intérêt, ça fait très homo economicus, de système économique néoclassique, c'est marrant. Bah, c'est comme ça que ça bouge. C'est comme ça que Ben, ça bouge le plus vite, tu sachant que le penses que, sous-jacent ouais. sous-jacent ne l'est pas, mais les individus, je crois que les individus avec lesquels nous travaillons ne sont pas mus par un intérêt économique, mais leur structure, si. Hmm. C'est étonnant néanmoins, parce que finalement, ça déplace beaucoup de choses, ce que tu es en train d'évoquer. Mais le schéma mental, en tout cas le cadrage avec lequel sont évaluées peut-être les actions, elles doivent partir de l'intérêt. Je trouve ça surprenant. Hem, ouais, mais enfin, je pense que cette idée Parce que de le collectif, c'est pas qu'une somme d'intérêts individuels, tu vois. non, non, Donc, mais on a comment ça marche? les partenaires, on a défini un intérêt commun, ce qu'on a appelé la thèse du LAM et on a choisi c'est comme ça on opère tous les choix en définant ce et c'est eux qui ont défini ensemble leur intérêt commun. Hem et quand on est allé travailler sur le terrain pour trouver les communes quoi, sur lesquelles on allait travailler, les choisir et puis après remonter leur réalité pour construire avec les partenaires des solutions pour eux. La question était quel était l'intérêt pour eux d'accepter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas intérêt à s'adapter, qui ont pas envie. Intérêt dans le sens général, hein, et c'est en fait en tissant les fils entre ces intérêts-là qu'on y arrive et dans les conversations locales, les personnes ont absolument envie de comprendre quel est l'intérêt pour nous d'être là. Pourquoi on est là? Et si on n'explique pas de façon très Mais tu vois bien transparente que là, il y a un glissement entre intérêt et raison. Pourquoi on est là? C'est quelle est la raison pour laquelle on est là? oui, oui, mais quand on Mhm. explique une entreprise Hmm. qui agit, si on n'explique pas pourquoi elle a intérêt économique à faire, personne n'y croit. Hmm. Hmm. C'est marrant, en tout cas. Je trouve que ça vient chatouiller à plein d'endroits, cette petite chose-là. Notamment sur, tu vois, on pourrait se dire, ben, en fait, dans l'horizon de temps des COMEX actifs, des différents acteurs participants du LAM, ils ont intérêt à finalement se recentrer sur des zones qui ne sont pas des zones dites noires. Et puis c'est ça leur intérêt. Point. Donc comment est-ce qu'on articule, tu vois, cette tension? J'entends hein, ce que tu dis, hein, j'entends Ouais, ouais, parfaitement. Je ouais, suis bien lucide sur comment fonctionne l'économie traditionnelle. Je suis bien lucide je sais là-dessus. bien. Néanmoins, je pense que c'est intéressant parce que utiliser le vocabulaire euh, de, de l'existant euh, ne veut pas néanmoins dire qu'on n'est pas lucide sur tout ce qu'il embarque. Donc, c'est pour ça que je suis en Mmh, train de mmh. creuser et aussi d'inviter les auditeurs et les auditrices à être conscients et conscientes de ce que tout ceci porte en nous. Et je maintiens une somme d'intérêts individuels ou une collection d'intérêts individuels ne fait pas un intérêt collectif. Mmh. Et tout le propos de ce que tu dis là sur les territoires et l'adaptation à un certain nombre de territoires qui ont des défis d'habitabilité réels hein, et de Mmh. maintien d'existence humaine et non humaine d'ailleurs, Oui. c'est bah, quel est leur intérêt? Ben, survivre. Auquel cas, oui, ok, bah voilà, c'est ça l'intérêt. Et donc, en fait, il est tellement massif que la question de l'intérêt tombe toute seule. Donc, c'est pour ça que je suis un peu surprise, si tu veux, de ce que tu me dis. Je vais garder cet intérêt et on va mais Mm. à soit intérêt à se retirer d'un marché qui est tellement exposé, soit intérêt à transformer son métier. Et c'est ce que essayent de faire les mutualistes en devenant préventeurs, en faisant évoluer leur métier. En travaillant sur la question de la prévention, et la prévention des risques pour réduire finalement, le prix le prix du et les dommages et en essayant de le limiter au maximum.
Heu, il y a aussi la possibilité de faire évoluer, ce qu'on assure. Est-ce qu'on assure toujours, hem, la totalité de la maison, le Picasso qui est dans la pièce, et cetera? Ou est-ce qu'on assure l'usage? Ce genre de questions-là, sont des questions dont on a intérêt à se poser et qui font évoluer ce fameux modèle. Hem Et si je reviens sur le territoire, on a rencontré des sinistrés là qui sont restés chez eux, envahis par l'eau tout autour parce que la maison était ancienne, donc construite sur une butte, pendant 6 semaines. Quel est l'intérêt à sortir de la maison? Et en fait, le sujet se pose véritablement. Pour aller où? Pourquoi? Puisque mes parents faisaient, et cetera. Donc il faut trouver cette question-là. Des gens comme la Banque des territoires ont aussi un intérêt qui est très différent, qui est, la gestion d'actifs à 50-80 ans, le denier public, la stratégie d'aménagement. Moi, je cette ce terme d'intérêt, je pense que tu as raison, il est levier, mais et comme il faut aller vite, on est obligé de le garder. Ça reste un outil. Un de mes moteurs, c'est d'aller vite. Là, en une dizaine de mois, on a fait un travail dingue. C'est-à-dire qu'on est parti de rien, de gens qui ne se connaissaient pas. On a aujourd'hui un collectif de dirigeants très engagés et 7 modèles d'affaires à expérimenter à la rentrée sur 7 initiatives différentes dans 2 communes qui sont partantes. Et donc on a aligné tout ça, on a conçu tout ça et je pense qu'il faut aller très, très vite parce que malheureusement et voilà, on est le 14 juillet, l'accélération des Mmh. catastrophes, elle est terrible. Mmh. Écoute, ça me fait une super transition sur, le rapport au temps. Et notamment, bah, le fait que l'adaptation, ça nous oblige à travailler sur plusieurs temporalités en même temps et ce qui crée d'ailleurs, les tensions, hein, parce que, l'intérêt à court terme, à moyen terme, à long terme et selon l'échelle, n'est pas du tout le même. Comment on fait pour travailler avec l'héritage des décisions passées, des décisions d'infrastructure, d'investissement? Tu parlais de cette famille, qui a probablement, et culturel et symbolique, émotionnel à rester là où ils sont et donc, comment on fait pour gérer cet héritage-là? Héritage au sens, aussi, collectif, hein. Il y a aussi le sujet de l'urgence, bah, des sinistres, donc comment on fait pour répondre tout de suite à à l'impératif de sauver des gens, sauver, des vies humaines, et malheureusement on ne pense pas assez aux vies, non humaines. Et puis le temps long, de l'aménagement, tu parlais du rôle de la Banque des territoires, mais et de bien d'autres, une entreprise quand elle investit sur du long terme, elle a un rôle finalement d'aménagement, certes indirect, mais d'aménagement des activités économiques, hein, dans un territoire donné. Le temps, politique, ça, je on va pas faire de long développement là-dessus. Le temps assurantiel, dont tu nous disais qu'il était un peu schizophrénique, hein, parce qu'il y a Tout à aussi fait. à la fois, le fait de penser loin, d'avoir des actuaires qui sont des acteurs et des actrices, du temps long, mais aussi de la compréhension de risques, à court, moyen et long terme. Et en même temps, bah, le couperet de potentiellement avoir des contrats qui se renouvellent et qui donc ils peuvent ne pas se renouveler, chaque année. Donc c'est vraiment schizophrénique, je trouve ça intéressant comme tension, permanente. Et comme je le disais, le sujet de l'attachement et le temps de l'attachement, des habitants et des habitantes à leur territoire. Comment on fait pour agir quand, bah, on n'a pas le temps que ces temps s'alignent? On expérimente, on écoute, on invente, on intuite. Je vais reformuler ma question. C'est quoi pour Vas-y. toi le bon tempo pour opérer ce travail, autour de l'adaptation? Tu vois, le tempo pour anticiper, le tempo pour réparer, parce que tu nous parlais des marais, de l'activité, des agriculteurs, des agricultrices qui ont probablement une action en termes de réparation. Tu parlais de solutions fondées sur la nature, évidemment là-dessus. Le tempo aussi pour décider de renoncer. On n'a pas encore parlé des renoncements, On mais va en bon, parler. j'imagine qu'on va en parler. Et puis le tempo pour décider de commencer à transformer. C'est quoi le bon tempo ou en tout cas, où est-ce que vous en êtes dans vos échanges autour du lab pour essayer de poser un début de réponse à cette question, difficile? En fait, je sais pas quel est le bon tempo de l'adaptation, mais il y a des temporalités différentes suivant les projets d'adaptation. Mmh mh. Hem, Par exemple, on est en train de développer une solution de continuité d'activité. Ça, on peut le mettre en place tout de suite parce qu'on sait que les inondations vont revenir et cetera, mais ça permet d'éviter de subir
terriblement pendant les inondations. C'est une solution d'adaptation court terme, évidemment. Néanmoins, ça permet de vivre. Sur les questions de renoncement, le choix de quitter un lieu auquel on est attaché, qui doit correspondre à un modèle économique différent parce que le fonds Barnier ne pourra pas racheter la totalité des maisons qu'il faut quitter et donc sur lequel il faut concevoir et mobiliser la valeur future d'un foncier, d'un terrain et organiser son économie demain avec des agriculteurs, des énergéticiens, des acteurs de la renaturation, etc. Ça, c'est un temps plus long qui s'envisage sur 30 ans ou 20 ans, qui se ramène à aujourd'hui pour pouvoir payer la personne pour qu'elle puisse partir. Et d'ailleurs, elle peut partir maintenant ou dans 10 ans. Elle peut être locataire dans cette temporalité-là. Il y a des gens comme la Caisse des consignations organisent la consignation de cette valeur future et peut être l'arbitre de cet accord contractuel. Et donc, suivant les sujets, les temporalités sont différentes, mais l'action est urgentissime. Mmh mh. Qu'est-ce que les acteurs et les actrices, qui sont autour de la table pour l'instant et également peut-être ceux et celles avec lesquels, tu es en train de discuter pour qu'ils vous rejoignent, dans le limbe, voire, les collectivités locales avec lesquelles vous avez commencé à discuter. Quelles leçons vous avez, commencé à tirer ou même intermédiaires, hein, sur, le sujet des décisions? Comment on fait pour, heu, faire accepter une décision aujourd'hui? Parce que tu parlais d'urgence de l'action. Donc comment on fait pour faire accepter et créer un consensus ou une dynamique d'acceptation, je ne sais pas comment en fonction des situations, aujourd'hui, heu, dont on aura, la rationalisation et la justification complète, et tout voilà, l'image parfaite seulement dans 20 ou 30 ans? Le fait d'être dans une dynamique rapide, de se Mmh. voir souvent, d'avoir une règle du jeu qui est on prend une décision ou alors donne-moi les conditionnalités pour que la décision puisse être prise. Mmh mh. À Mmh. quelles conditions prendrais-tu cette Mmh. décision? Mmh. À quelles conditions souhaiterais-tu prendre cette décision? Mmh. Et donc on va vite et à chaque fois on sort avec des décisions ou des conditions qui nous permettent de Mmh. construire la suite et ce, du côté des partenaires comme du côté du terrain. C'est-à-dire qu'on va les voir, on collecte, on revient avec des propositions que l'on discute ensemble. Il en sort une décision ou des conditionnalités. On revient ensuite avec des réponses. Donc le fil, on le lâche pas. C'est intéressant parce que en fait, c'est comme si, vous construisiez, une forme de patience active, C'est joliment dit. tu vois? Je Ouais. trouve ça intéressant parce que, bah, il faut quand même un peu de la patience, dans tout ce que tu es en train de raconter. Ça Pas va que de très la détermination, mais de la patience quand même. Il fallait les ouais, ouais. allers-retours et les conditions et puis, j'imagine que les personnes n'ont pas toutes les réponses à l'instant T. Il faut qu'ils reviennent, qu'ils réfléchissent, qu'ils repartent. Donc Ouais. bon, ça prend le temps que ça prend. C'est de la patience, bien sûr, par rapport à l'impératif, et l'impérieuse nécessité, que j'imagine, les personnes, en local, vous posent et en même temps, ben, c'est pas de la patience, attentiste. Je trouve ça intéressant. Et comme c'est beaucoup de travail, à chaque fois, recontextualiser, apporter du nouveau, Mmh. construire, vérifier la faisabilité, les conditions juridiques, économiques et cetera. Vérifier en local que bien tout le monde est d'accord et cetera. Ça file à une vitesse dingue. La patience est pas trop, difficile Mmh. et pas trop coûteuse. Mmh mh. Je comprends. Autre question pour toi parce que je ne sais pas ce que tu peux ou pas partager des premiers résultats, que vous menez. Hem, je sais que vous avez fait un colloque, bah, vous avez participé à un colloque, il y a pas très longtemps, mais en termes de résultats, quand tu dis: «Bah, on vient avec des demandes, et puis, les décideurs autour de la table et les personnes, les femmes et les hommes qui décident autour de la table, disent ce qu'ils peuvent faire ou au contraire reviennent avec des conditions», mais on parle de quoi
Par exemple, on parle de est-ce que tu peux peut-être donner un peu plus de substance pour que les personnes, encore une fois, qui nous écoutent, soit se disent: «Ah bah tiens, le processus est intéressant, moi j'aimerais bien en inspirer, tiens Chloé, je veux bien qu'on s'en parle», ou au contraire se disent: «Attends, mais moi, je veux absolument intégrer cela parce que, on est en train de buter précisément sur l'un des obstacles que vous semblez, réussir à lever». Donc est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît, d'une Ben, problématique et comment elle a filé, quoi? par exemple, sur la question de la continuité d'activité, Ouais, c'est heu, quoi la continuité d'activité? j'ai, une commune, mais pas une, j'ai le bassin versant qui est inondé pendant 6 semaines. C'est quoi un bassin versant? Là, en l'occurrence, c'est un petit bassin versant, mais c'est toutes les ri c'est toute la rivière qui a tellement accumulé de précipitations qu'elle était en crue et les terres étaient tellement gorgées d'eau qu'elles n'absorbaient plus et les nappes sont remontées. Donc en gros, toute la tout le lit, majeur de la rivière et autour ont été envahis par l'eau. Coupant les routes, coupant les accès, coupe et isolant les maisons, pourtant bien construites, parce que c'est à côté d'un canal et cetera, bien construites en hauteur. Mais dans ce cas-là, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas ouvrir mon entreprise, je ne peux pas emmener mes enfants à l'école, je ne peux plus me servir de mes infrastructures, quotidiennes, pour des besoins tout à fait primaires. Enfin, Donc on c'est est bien sur l'habitabilité là, hein? on est On est tout à en fait sur ouais. Mmh. l'habitabilité. Mmh. Hem, c'est un endroit où avant, ça se passait, mais pendant 2 jours et on prenait le Mmh. tracteur et on passait l'eau. Mais maintenant 6 semaines. Et là, il y a tellement de villages impactés, de petites villes impactées qu'il n'y a plus d'endroits de refuge. Mmh. Heu et puis faudrait-il que les gens aient envie d'aller dans un gymnase? Et donc l'idée est de dire: «OK, peut-être que l'on peut construire hors zone inondable, sur, un foncier de la commune, un programme immobilier modulaire qui peut impliquer, soit du logement pour des métiers en tension l'été, parce qu'il y a beaucoup de saisonniers, soit, des vacanciers, soit qui puisse être un refuge global pour l'assurance de façon annuelle pour différents types de dommages, et cette concession qui serait donnée à un opérateur privé, est faite sur le foncier de la mairie, de l'État, qui donne une concession à condition d'avoir cette modularité spécifique lors des périodes de crue. Et dans ce cadre-là, tu bénéficies d'un avantage, non seulement parce que la commune va te donner du foncier qui est très rare et de plus en plus rare, surtout en Bretagne, et par ailleurs, tu, vas bénéficier d'une manne financière qui va arriver de l'assurance quand il y aura un sinistre, voire même qui peut être prévu et te donner un fees annuel pour avoir cette conditionnalité-là. Et donc on voit que tout le monde a intérêt à ça. La commune a intérêt, je reviens sur mon histoire d'intérêt. Elle va créer une activité économique et elle va créer une solution pour ses habitants. Les assureurs ont intérêt à trouver une solution plutôt qu'à payer des hôtels très chers pendant X semaines, et cetera, et qui ne satisfont pas les habitants, et comme ils le refusent, ils les mettent en danger pour leur santé. Et les habitants, tout d'un coup, se retrouvent pas loin de chez eux avec le collectif qu'ils aiment, qui sont leurs voisins, et cetera, et ils acceptent d'y aller puisque un des grands arguments, c'est pendant les inondations, ce qui est formidable, c'est la solidarité Oui, on se et serre c'est les qu'on coudes. se retrouve Oui. ensemble. Mmh. Mmh. Et donc on garde tous ces éléments-là et on construit quelque chose qui, heu, crée quelque chose pour tout le monde. Mmh. OK. Tout à l'heure, on a très rapidement bon, j'aurais 1000 questions, hein, mais on avance. Tout à l'heure, on a très rapidement évoqué, le sujet du renoncement. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Est-ce que, par rapport encore une fois, soit aux enseignements qui commencent à être tirés ou, au contraire aux questions à venir, hein, aux chantiers à venir, hem, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est un immense sujet et c'est le sujet de l'adaptation. À quoi on renonce et à quoi on s'adapte. En fait, on a pris 2 communes qui sont antagonistes. L'une connaît le risque et l'autre est dans le déni du risque. Hem
Et quand on est dans le déni du risque, on ne l'a pas vécu de façon physique, réelle. Euh, le renoncement n'est même pas le début d'une idée. L'adaptation est déjà compliquée. Mhm. Euh, ces personnes qui ont connu vraiment le risque dans l'autre commune, euh, Enfin, ils ont connu s- l'aléa, hein, quand on n'est même plus au niveau du risque. oui, Ils ont oui, tout à connu fait, qui ont connu l'aléa qui l'inondation les a à frappés. Oui, oui. Mm, répétition cette année, l'année dernière, mm, etc. mm. Ils sont déjà ils sont en grande partie dans la question du renoncement parce qu'ils en ont payé le prix humainement. Dans c'est la destruction de ce qu'ils ont construit. En fait, l'attachement, c'est délité. C'est très, très émotionnel. C'est très douloureux, mais ils ont fait le deuil, quelque part, ou ils ont commencé l'étape du deuil. Et je pense qu'avec, enfin, la question du renoncement est liée à cette question de deuil. Mm. Là, tu parles au niveau des habitants ou des habitantes, mais Ouais, au niveau des entreprises. je le vois pas, la question du renoncement chez les entreprises. Ok. Tu vois, ça peut être un renoncement d'activité qui accélère l'émergence des risques. Ça peut être un renoncement sur peut-être un modèle économique qui a été tout à fait positif et fructueux pendant des années, voire des décennies, et qui en fait arrive à bout de souffle, ou au contraire continue à creuser notre Mm. tombe collective. Enfin bref, tu vois, ça peut être Intellectuellement, d'autres notions de renoncement. bien sûr, mais je ne l'ai Ça n'a pas pas été croisé encore. expérimenté, je ne l'ai pas encore expérimenté réellement. Le bailleur social, la coopérative immobilière de Bretagne, travaille à l'évolution de ces pratiques de construction. Oui, donc là, on est Euh, dans la transformation. Oui, il oui, là, c'est autre transforme, chose. voilà. Le, tout le monde travaille à transformer, Ok, mais pas à renoncer. ok. Euh, on arrive tranquillement vers la fin de cette discussion. Et maintenant, on fait quoi? Et donc, bien sûr, se pose l'inévitable défi du passage à l'échelle. Tu vois, quand on fait un pilote, deux pilotes, trois pilotes, qu'on a un petit groupe de personnes qui ont compris, qui ont été à l'origine, éventuellement à l'initiative, peut-être deuxième génération de personnes qui seront à l'initiative, que tu es en train là, de réunir, les premières communes avec lesquelles vous travaillez, etc. Il y a une émulation particulière, il y a justement un attachement aussi Hein. hein, à un projet. Ça nourrit les individus et les structures qui participent avec un truc en plus. Ok. Pour autant qu'on valorise cette notion-là. Euh, mais tricoter le chemin vers un effet à plus large échelle, c'est une autre histoire. Et malheureusement, beaucoup d'initiatives en matière d'adaptation restent au stade du pilote. Tu vois, on expérimente, on documente, on produit des enseignements, etc. Mais oui, des solutions à grande échelle, à supposer même que ce soit souhaitable d'avoir des solutions qui passent à grande échelle, Ouais. mais c'est une question en tant que telle. Mais enfin, si on dit qu'il y a un impératif de temporalité, hein, Hein. c'est-à-dire qu'on va poser rapidement des solutions de fond à des problèmes de fond sans attendre 20 ans ou 30 ans, bon, bah, donc ça veut dire qu'au moins partout, on peut quand même s'entendre sur le fait que si on dit que le passage à l'échelle, ça veut dire que tout un tas de territoires vont être invités à s'emparer de cette question de manière active. Si c'est ça, si c'est comme ça qu'on définit le passage à l'échelle, on peut se dire que quand même ce saut de un ou deux ou trois communes à X, bon, c'est quand même un défi. Qu'est-ce qui empêche, à ton sens, aujourd'hui, les expérimentations territoriales de devenir des politiques, des modèles économiques à grande échelle, encore une fois, ou des cadres réplicables dont d'autres pourraient s'inspirer pour se les approprier et les mettre en œuvre à leur tour. Je ne sais pas ce qui empêche. L'expérience que j'ai, c'est que nous n'avons pas attendu l'administration, l'État ou la collectivité. Mhm. Donc on Mais est ça part arri- d'une initiative privée, de toute façon. C'est une C'est une initiative initiative privée. complètement privée qui intègre évidemment les parties prenantes publiques, mais et qui complètement d'ailleurs, mais qui n'attend pas d'eux ni l'argent ni l'autorisation. Donc ça permet d'aller vite et d'être dans une temporalité vraiment d'acteurs privés. Euh, Ensuite, aujourd'hui, on est prototype, on va très vite. Comment on fait pour massifier parce qu'on a développé les modèles? Il y a un sujet de structuration financière
que je ne connais pas. J'aimerais pouvoir le développer. J'ai besoin de rencontrer des gens qui savent faire ça. Hem, Parce que ce que l'on voit, c'est économiquement viable. Donc il y a des choses à il y a une économie à structurer à cet endroit. Hem Et après, il y a le sujet de la méthode et la méthode, nous, on la documente évidemment pour qu'elle puisse être répliquée sur les modalités, hem et sur les échecs, les freins et les leviers. Une chose qui intéresse beaucoup, beaucoup nos interlocuteurs, c'est comment on fait pour lever les freins à l'adaptation, puisque dans les questions de protection, de prévention ou, d'adaptation, très souvent les entreprises ou les personnes ne veulent pas agir parce que soit se sentent pas concernés, soit n'ont pas envie de faire l'effort de sortir de leur confort habituel, soit sont dans le déni total et on le comprend. Et donc cette chose-là, on est en train de la craquer et et j'espère que ça pourra être massifié pour le coup, en termes de gestes, en tout cas. Mmh. Mmh, mmh, mmh. OK. Il y a une question qui me vient en t'écoutant, c'est, comment est-ce que, parce que là, je t'ai lancé à plusieurs reprises sur, les leçons que vous aviez tirées et sur des questions spécifiques. Est-ce que tu as une ou 2 leçons, que soit toi individuellement, soit, le collectif, commence à poser de ces 10 mois, de travail en commun? En D'accord? fait, l'individu, sa raison d'être, sa façon d'être avec le monde va changer la nature d'une conversation. On n'est que en co-construction. Donc quand on est en co-construction, chaque intervention d'un dirigeant ou d'un autre va faire bouger la discussion et c'est très puissant et c'est la même chose sur le terrain. Quand il y a un monsieur qui se lève en expliquant que de toute façon, tant que la région ne curera pas le canal, on ne pourra rien faire et ben, tout d'un coup, la conversation bouge et donc c'est voilà, les individus, c'est un des leviers ou des freins, incommensurables et c'est assez fabuleux d'ailleurs. Je trouve que ça permet de reprendre confiance en l'humain, quand c'est positif. En tout cas, ce n'est certainement pas technocratique. La confiance, avoir confiance enfin la création de la confiance dans cette double relation avec des acteurs très, très différents, arriver à installer ça, c'est une clé, je crois. OK. Sur le modèle économique du lab, c'est une structure qui produit beaucoup de valeur, hein. Tu nous parlais de connaissances, de coordination, tu nous parlais de beaucoup de travail, dans ces allers-retours, quand je parle de patience active, pour, bah, faire avancer soit des décisions, soit des conditions de possibilité Ouais, de prise de décision. Heu, vous faites émerger, l'impulsion pour avoir de nouveaux modèles économiques, des cas d'usage, des cas des d'action, enfin nouvelles bref, offres. des Mmh. nouvelles offres, voilà, simplement. Mais cette valeur, comme beaucoup de situations, qui relèvent, du prototypage, elle est difficile, à évaluer, directement, immédiatement, parce qu'en fait, ça relève beaucoup de promesses. Donc c'est quoi le modèle, d'un lab comme le vôtre, d'une structure, de cette collaboration? Alors le modèle aujourd'hui, c'est un apport, annuel, de partenariat. Donc, chaque partenaire Mmh. apporte, entre 80 et 40 000 €, sauf quand elles sont de plus petites structures où il y a une dégressivité. Hem, pour l'instant, les savoirs ne sont pas en open source tant que les partenaires ne le souhaitent pas et puis de toute façon, on est trop en amont pour le faire. Hem Et je pense qu'il y a un endroit où il faut qu'on arrive à le faire évoluer pour les partenaires, pour nos structures. On est associé avec PSG Talent sur cette initiative qui, pour l'instant, n'est pas structurée finalement, hein. On est hébergé chez Finance Innovation, qui est une branche d'Europlace et qui ensuite nous repartage, les apports en partenariat. Et je pense qu'il faut penser, autrement, et nos conversations d'ailleurs là-dessus peuvent être fructueuses parce que tu es une penseuse de ce genre de, structuration de valeurs, hem et aussi pour faire le lien avec le passage à l'échelle dont on vient de parler. Hem, voilà, il y a à la fois la question de la connaissance, la question de la massification, de l'efficacité, de la temporalité. Tout ça doit être conjugué. Mmh. Non, parce que ça quand même, ça pose la question de qui doit payer.
pour renforcer nos capacités collectives d'adaptation. C'est quand même, tu vois, quand on y réfléchit, c'est pas léger, quoi, comme question. Je te confirme. Et qui doit bénéficier de tout ce business? Alors, sur la question de qui en bénéficie, enfin, je n'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais tu vois, on pourra aussi se dire, bah, finalement, en fonction des dynamiques locales, d'accord? En fonction de la collection d'individus, puisque tu disais que c'était les individus qui comptaient, en fonction de la collection, pas la collectivité, la collection d'individus, hein, pris séparément. Et ce mix d'individus qui sont sur le territoire où il se trouve que j'habite, eh ben, j'aurai la chance ou pas d'accéder à certains types de solutions. Alors, du coup, la question, bah, ça pose des notions assez difficiles, tu vois, en matière d'égalité. Qu'est-ce qui est équitable? Est-ce que c'est uniquement les territoires où il y a une vitalité, je sais pas, de la vie associative, du lien social, la cohésion sociale, qui auront droit à cette ingénierie-là, bah parce que en fait, ils seront déjà prêts à la recevoir? Oui, mais attends, mais c'est pas juste pour les autres et peut-être que c'est justement, les conditions d'existence qui sont très difficiles qui abîment aussi le lien social. Donc, bref, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est vertigineux et donc, il y a quand même un glissement vers, du parapublic ou en tout cas de l'intérêt général qui est très, très, très évident en fait dans tout ce Ah que mais tu es en clairement, train clairement. d'évoquer. D'ailleurs, les partenaires aujourd'hui sont très animés par la question de l'intérêt général, tous d'une façon ou d'une autre. Non, non. Moi, il y a une chose qui m'interroge aussi, enfin en tout cas quand je suis réflexive, il y a un truc qui m'interroge aussi, c'est on est à un stade où on est en train de construire de l'économie sur la ruine, sur la destruction. Ça veut dire quoi? Ben, par essence, on est en train de réfléchir à quel modèle économique on est en train de créer sur des territoires échoués, des territoires détruits par l'homme lui-même. Enfin, il y a quelque chose qui est presque anthropophage dans notre histoire, là. C'est terrible. Et donc, comment on fait aussi pour profiter de ça, pour inventer autre chose? Mmh. Comment on fait pour que Tu ça trouves pas soit que ce fertile soit mais tu trouves pas que c'est un alignement, tout à fait biomimétique? Attends, on va balancer des grands mots là. Écoute, j'espère que ce sera de la syntropie. Non, non, mais sérieusement, parce qu'en fait, de la vie qui se recycle elle-même, enfin, Absolument, c'est d'une absolument. banalité Oui, absolue. oui. Donc, c'est marrant enfin, dans la mesure où il s'agit de gérer une transition vers quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'aucun d'entre nous, même les plus brillants et brillantes parmi nous, ne savent pas où on sera dans 30 ans. Mmh, peut-être d'un point de vue climatique, peut-être et encore, mais pour le reste, franchement, même si on veut dessiner des scénarios, tout à fait, douloureux et inquiétants, il y a potentiellement plein de directions possibles, néanmoins. On n'a Mmh. pas une trajectoire unique, Ouais. claire, il y a plein de déterminants et c'est ça qui fait, je trouve, c'est ça qui donne de l'espoir, dès lors qu'on s'attache à regarder des systèmes complexes. C'est qu'on ne sait pas Ouais. exactement où ils vont aller et comment ils vont y aller. Donc finalement, dès lors qu'on se dit qu'il s'agit de trouver des, des passages de relais compte tenu d'une certaine grammaire économique qui est valable aujourd'hui, le temps de laisser émerger autre chose et d'éviter que le système social s'effondre au passage, je vois pas trop, enfin, et que ce soit posé en tant que tel, hein, c'est-à-dire pas que ce soit, tiens, on se fait de l'argent sur Non, la on est misère bien des gens. d'accord. Si c'est Parce que posé en tant que tel, ça fonctionne. parce que ça, c'est Tout est juste là, hein, horrible. tout est là. Oui, oui, non, mais ça va mieux en le disant. Donc, pour pas se faire de l'argent sur la misère des gens, mais et leur drame, et leur renoncement, enfin tout ce C'est ça. ou leur abandon, je trouve que c'est plutôt aidant, tu vois. Finalement, c'est de créer de l'éphémère. Enfin, créer quelque chose en sachant que ça ne pourra pas durer pour toute la vie et pour toute C'est l'éternité. organiser la temporalité. Hmm. Absolument. Ouais. On va rester sur cette petite idée. On a parlé d'inégalités territoriales tout à l'heure. Pas du tout parlé d'imaginaire et de narration. Et pourtant, c'est l'une des choses que vous aimez et vous pratiquez depuis longtemps avec Jacques, hein, dans vos différentes aventures. C'est
Il y a quand même un imaginaire qui est assez pauvre hein, autour de et plutôt aride presque, heu, autour de l'adaptation. On est sur, l'effort, on est sur, enfin et ça se pose des questions politiques aussi, hein, tu sais, c'est ce livre incroyable de Barbara Stiegler, dont je t'ai déjà parlé 15 fois, hein. C'est la question de s'adapter à une société malade, enfin c'est un signe, c'est un symptôme qui est terrible, mais donc je le recommande d'ailleurs aux auditeurs, aux auditrices, c'est un livre de Barbara Stiegler, qui est philosophe, qui est rattachée à l'université de Bordeaux et qui Bordeaux-Montaigne et qui a écrit un livre qui s'appelle «S'adapter». Je n'en dis pas plus, mais je pense que c'est une lecture, tout à fait, utile, pour, faire un pas de côté, un énorme pas de côté, par rapport à finalement à ces impératifs, qu'on s'inflige et qu'on accepte. Donc imaginaire pauvre, donc il y a aussi la notion de contrainte, il y a le repli, il y a le: «Bon, bah, de toute manière, on n'y peut rien», voilà, la réduction à l'impuissance. Donc comment est-ce qu'on peut construire et qu'est-ce que à ce stade, comment tu vois ce sujet, heu, de l'imaginaire, des imaginaires, plutôt expansif, plutôt, vivifiant, revitalisant, autour de cette idée d'adaptation et qui soit ni catastrophiste, parce que, bon, mais ni, naïvement optimiste ou pour le coup, complètement déconnecté, des réalités sociales, et humaines, tout à fait douloureuses. Dans le cadre du lab, l'imaginaire, on l'amène sur le terrain. C'est-à-dire comment vous imaginez vous. Et donc il est très en proximité et on suscite des pistes. Dans le cadre de Circomplexe, j'accompagne aussi d'autres projets, évidemment. Mmh. Mmh. Euh, et la prospective narrative est quelque chose de très puissant. C'est quoi la prospective C'est narrative? le et si. Et Mmh. si nous étions en telle année et qu'il s'était passé telle chose? Et on Et ça, c'est raconte. une rubrique de l'actuariel, non? Et C'est si? c'est une rubrique de Ouais. l'actuariel et c'est un format que j'ai décliné dans des missions pour les entreprises. Mmh. Et qui amène à des petits ouvrages ou ou Mmh. des contenus digitaux, peu importe, qui préparent des comités de décision, comme COMEX, conseil d'administration, etc., de façon à mettre à niveau tout le monde sur un sujet, en particulier les questions environnementales, Mmh. mais ça peut être d'autres choses. Euh, et donc ils arrivent avec un commun et ils peuvent commencer leur conversation. Et donc c'est très utile pour les plans stratégiques à 5-10 Mmh. ans ou la définition de vision, etc. Et mettre son imaginaire dans une perspective temporelle avec une action qui s'est passée, une rupture, une tendance qui est à l'œuvre, ou plusieurs qui se sont tissées, Mmh. euh, je trouve fonctionne assez bien. Je n'adhère pas à cette idée de la recherche d'une image ou d'une expression, de cette histoire de futur désirable, de cette que je vis plutôt comme une petite chanson, une chansonnette de Dormez bien brave Jean et comme un divertissement. Je j'ai besoin d'ancrer les choses soit dans un terrain, soit dans un savoir. OK. On a une, section de fin qui, habituellement prend la forme, de questions, flash, mais j'ai pas très envie de te les poser. Alors je vais t'en poser d'autres, mais, pour lesquelles, donc c'est des grandes questions et c'est des réponses courtes. C'est juste que c'est pas les mêmes que d'habitude. Ça te va? Ça me va. OK. Alors première question. Qu'est-ce que l'adaptation nous oblige à désapprendre collectivement? Elle nous oblige à désapprendre notre domination de la nature, notre conviction que nous sommes plus forts qu'elle et notre force prédatrice. Deuxième question. Quelle est, à ton sens, la croyance la plus dangereuse aujourd'hui dans notre manière de parler d'adaptation? Donc la moins utile, la plus, celle qui pourrait nous faire perdre du temps, nous faire prendre de mauvaises directions. On n'a pas parlé de maladaptation jusqu'à présent, mais bon, ça aussi c'est un énorme sujet. Donc, ouais, quelle est la croyance la plus dangereuse selon toi aujourd'hui dans notre manière de parler d'adaptation? Les oppositions entre les personnes, le combat, cette idée d'opposer ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, ceux qui disent bien et ceux qui disent mal. Et il faut qu'on y aille tous.
Hmm. Ça ouvre la porte au relativisme. Comment est-ce qu'on évite le piège ou l'écueil du relativisme, du genre toutes les opinions se valent? En fait, l'idée est plus de faire alliance et de se tolérer plutôt que de se combattre. Euh, Dans un précédent épisode que j'ai écouté tout à l'heure, l'expert en capital naturel disait il faut agrandir la pièce. La compétition est profitable. Soyons nombreux à faire du capital naturel ou à travailler sur l'investissement naturel. Hmm. Et ben là aussi, il faut agrandir la pièce et ouvrir soit faire des choses différentes, soit les faire ensemble. Euh, c'est dans ce sens-là. Ok. Mais je ne suis pas technosolutionniste et je ne suis pas plein de choses, mais je ne veux pas rentrer dans un match tellement contemporain où finalement on s'assène des petites phrases et ça devient presque un hobby, un divertissement. Là, il faut agir. Et Oui, donc c'est une source de distraction, en fait, c'est ça que tu dis. absolument. Et il faut Ok, qu'on y soit tous. ok. Dans circomplexe, il y a complexité. Et l'une Mm. des phrases que j'aime poser, c'est justement comment on fait pour tenir au quotidien par une idée, une lecture, une pratique, une musique, enfin peu importe. Comment on fait pour tenir les multiples bouts de la complexité? Comment tu fais ça, toi, au quotidien? Je me mets à la place de plein de gens différents. Ouf, C'est vrai. ça tourne pas dans ta tête? Non, Ça te donne pas le tournis? c'est une posture c'est un grand comédien, Monsieur Jouvet, qui disait ça et qui disait aussi il faut mettre un peu de vie dans son art et d'art dans sa vie. Enfin, tu vois, il y a voilà, faut faire Monsieur ces Jouvet. Louis rencontres-là. Jouvet? Louis Oui. Jouvet? Ah ouais, référence old school. Et qui dans ses cours de théâtre disait il faut que vous soyez la personne et que vous écoutiez l'autre comme si c'était la première fois. Et donc, Hmm. j'aime à lire des choses comme si c'était la première fois. J'aime à écouter et à questionner comme si c'était la première fois. Hmm. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup parler avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les choses et ils posent les questions de façon différente. Et ça me permet d'approcher avec une autre complexité des certain nombre de sujets. Ok. Avant-dernière question flash. Qu'est-ce que les territoires exposés savent déjà et que le reste du pays ou de l'Europe d'ailleurs, si on reste strictement sur le territoire européen, même si en fait le sujet est bien plus large, mais qu'est-ce que les territoires exposés savent déjà et que le reste du pays n'a pas encore compris? Qu'il y a un domino qui est en train de tomber, qui va remonter jusqu'à la question de la valeur financière, l'actif, etc. Ils voient le domino qui tombe. Il y avait des dominos qui tombaient. Et ils en observent l'interdépendance. Et je pense que vu d'en haut ou vu d'ailleurs, on se dit que il y a effectivement une chaîne d'interdépendance, mais qu'on ne les voit pas encore tomber. Hmm. Ok. Dernière question. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans des activités du moment? J'espère que ces derniers mois absolument terrifiants, de canicule, de feu, de sécheresse de la Loire, de mort de tellement d'arbres au-delà du feu, va être un déclencheur pour mettre l'atténuation, parce qu'elle est indispensable, et l'adaptation tout en haut de toutes les priorités de chacun des décideurs et des acteurs de notre chère société. Merci Chloé. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Alaka. Or thank you for listening to Alaka. If this conversation sparked something for you, share it, leave a review, and subscribe for more dialogues at the intersection of capital, systems, and transformation.